Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. En plus, c'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Silence, la vilaine! Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou. Je ne suis point malade ni foldingo! Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjot complet. C'est un Faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. T'es un gueux qui possède le château. Moi, je souhaite la justice fiscale. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. On n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Vous avez encore faim? Nous sommes en guerre. Alors, pays libéral ou pays d'État? Alors, on paye trop d'impôts, mais oui, mais les riches, ils payent pas assez d'impôts. Et c'est la grande polémique. Et puis, ce qui se passe sur le plan migratoire. Submersion ou pas submersion? Grosse polémique après les déclarations de François Bayrou. Et on va en parler avec les journalistes de Frontières, avec un numéro spécial passionnant sur qui sont les responsables ou coupables, selon l'opinion, de l'invasion migratoire, en tout cas de la submersion. Parce que à droite, comme même à gauche, certains disent jusqu'où, et quelle immigration. On va en parler avec cette enquête journaliste de Frontières, mais auparavant, on va avec Agnès Verdier-Molinier, qu'on a toujours plaisir à recevoir, fondatrice de l'IFRAP et directrice de l'IFRAP. Après les paroles de Bernard Arnault, trop c'est trop, dit Bernard Arnault, hein, c'est quand même la première fois qu'il dit ça en public, de toute façon. Et puis Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, qui lui répond, mais non, trop c'est pas trop. Alors, trop ou pas trop? Eh ben, on va en parler. Ce n'est jamais trop de poser des questions et évidemment essayer d'y répondre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et ici, sur Sud Radio, dans l'émission et partout, de quoi on parle? Eh bien, on parle des Français qui parlent aux Français, bien sûr. Alors, les Français riches, les Français pauvres, les Français accablés d'impôts, qui n'ont plus que l'impôt sur les eaux, et les autres. De quoi s'agit-il après les déclarations honnêtement sonore et flamboyante de Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, sinon du monde, et les répliques, pas exactement les répliques, mais quand même, de l'actuel ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard. On va en parler tout de suite avec Agnès Verdier-Molinier. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça n'ira pas, disait Charles Trenet. Vous voyez, chanson prémonitoire. Elle a au moins 50 ou 60 ans, cette chanson. Paye tes dettes, oui, d'accord. Allez, il y a 50 ans exactement, le budget était en équilibre. 1974, la préhistoire. Et depuis, les dettes publiques, les dettes privées, etc. On ne va pas refaire l'histoire. Vous l'avez déjà entendu ici, à la radio. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu quand même, depuis 2 jours, ces déclarations. De retour des États-Unis, on en a parlé hier et avant-hier. Voici ce que disait Bernard Arnault, en général très discret. Écoutez. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, ça... Voilà, le rire, le sourire en tout cas de Bernard Arnault, hein, intéressant, petit sourire comme ça. Vous voyez, il fait appel, il dit mais pourquoi on n'a pas Elon Musk? Voilà ce qui se passe chez Trump en ce moment, et chez nous, c'est drôle. On se disait que quand même les journaux de Bernard Arnault sont plutôt ne sont pas d'un anti-macronisme primaire. Bernard Arnault lui-même ne l'est pas du tout, mais quand même, il dit ça va pas du tout. À propos entre les États-Unis et la France, il y a un abîme. Mais voici
voici, non pas ce que lui répond, mais interrogé le même jour presque sur LCI, voici ce que répond l'actuel à Darius Rochebain, l'actuel ministre des Finances, un petit condensé, Éric Lombard. Écoutez. La question, c'est pas tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Un exemple d'agence qui pourrait fermer. Non, on va pas fermer d'agence parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez et ça donne l'impression du bien entendu, nous ne ferons rien. On n'ose pas citer un nom d'agence, on n'ose pas citer un nombre de postes réduits. En réalité, il n'y a aucune économie concrète qui est donnée. Mais on fonctionne trop, il y a trop d'impôts aussi. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute des hauts revenus, de façon générale? Moi, je souhaite la justice fiscale. Vous allez frapper les très grandes entreprises. Là aussi, pardon, mais soyons précis sur les chiffres. Ça veut dire à partir de quel seuil? C'est les entreprises à plus d'1,5 milliard d'euros de chiffres, si je me souviens bien. Ça devrait rapporter 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est une erreur de taper là? Quand on voit par exemple des entreprises comme celle de Bernard Arnault qui fonctionnent si bien, en réalité, il y a dans cet univers morose à bien des égards, c'est certaines de ces entreprises qui fonctionnent le mieux. Il faut se méfier d'une réticence à l'impôt. L'impôt permet de financer les services publics, l'école, la défense nationale. Moi, je pense que la France n'a jamais été un pays libéral depuis Philippe le Bel. Voilà, la France n'a jamais été un pays libéral depuis Philippe le Bel. Prenez-en de la graine. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes directrice. Bonjour André. Bonjour, vous êtes directrice de la Fondation IFRAP. Alors vous entendez quand même, vous entendez ce que dit le ministre de l'économie et des finances. La France n'a jamais été un pays libéral. Et vous, on vous connaît et on vous accueille avec plaisir. Vous dites, ah non, il est temps de parler, d'instiller au moins une dose de libéralisme, comme d'autres parlent d'une dose proportionnelle. Qu'en est-il exactement? Et surtout, je veux avoir votre sentiment sur la sortie de Bernard Arnault, qui n'est pas si fréquente en cas de sortie publique, comme ça, et les réponses de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Écoutez, je pense que on a déjà trop attendu pour que les patrons réagissent. Oui. C'est-à-dire, c'est quand même, oui, c'est assez rare. Enfin, et alors, pourquoi il ne réagissait pas? Pourquoi Bernard Arnault, dont on connaît quand même la discrétion, l'homme le plus riche de France et même d'Europe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il réagit? C'est quoi? C'est dit trop, c'est trop? C'est quoi, à votre avis? Écoutez, moi, ça fait des mois que j'alerte, pas exactement avec les mêmes mots que Bernard Arnault, mais avec des mots similaires, en disant attention. On va avoir des délocalisations, attention, on va avoir des fermetures d'usines, de production, des entreprises vont envoyer leur production en Italie, pas à l'autre bout du monde, juste à côté de chez nous. Ouais. Et ce qu'a dit Bernard Arnault, certains voudraient le circonscrire à quelques milliardaires, mais c'est pas du tout vrai. Ce que dit Bernard Arnault, des petits patrons de TPE, de PME, sur l'ensemble du territoire me le disent depuis des mois, en me disant les signaux sont trop négatifs. Vous savez, c'est pas parce que une PME ou une TPE ne va pas être soumise à la surtaxe sur les grandes entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires avec les 8 milliards à payer qu'ils sont pas très inquiets, parce qu'ils se disent bon, là il y a 8 milliards à payer pour les très grandes entreprises, oui. Mais si on fait pas les économies, et d'ailleurs vous avez bien entendu les extraits de l'interview du ministre de l'économie. Il y a très peu d'économies réelles qui sont prévues dans le budget. Et on a même du mal à les lister. Donc, si on fait le bilan, on se dit, pour l'instant, c'est les grandes boîtes qui vont payer, mais demain, c'est les autres qui vont payer encore plus. Alors, et donc, ouais. Non, justement, Agnès Verdier-Molinier, on voit très bien, effectivement, ce n'est pas... Mais la question qu'on se pose, là, je mets l'avocat de l'autre côté qui dit, mais enfin, quand même, quand on gagne des dizaines de milliards ou des centaines de milliards, on peut peut-être participer un peu plus à l'effort. Et les autres disent, moi ça m'a frappé, alors de l'autre côté, je reviens aux paroles d'Éric Lombard, c'est très intéressant, il dit, les fonctionnaires travaillent
presque trop, ils travaillent très bien. Il n'y a pas d'agence inutile, on revient à ce que on en a parlé très souvent ensemble, les prélèvements obligatoires et les agences d'État, etc. Pas d'agence inutile, dit le ministre. Et puis, il dit, attention, ce n'est pas le problème des impôts, c'est un faux problème pratiquement, ce n'est pas les impôts qui posent problème, etc. On a l'impression quand même de deux France, là, mais sans parler de classe ou de communautarisme ou de quoi que ce soit. On sent deux discours qui ont l'air à des années-lumière l'un de l'autre. Écoutez, je pense que pourquoi Bernard Arnault réagit maintenant, c'est parce qu'il se dit que c'est que le début d'un tsunami fiscal qui risque d'arriver sur les entreprises françaises. Et que si il n'y a pas une parole très forte des entrepreneurs de France maintenant pour dire on arrête et maintenant il faut faire la réforme sur ce qu'il appelle la bureaucratie, mais qui est en fait la réorganisation de nos administrations. On en a déjà parlé, André, on ne va pas refaire l'histoire. Bien sûr. Le fait qu'on ait empilé les strates, qu'on ait des coûts de production énormes par rapport aux pays qui nous entourent, de l'ordre de... On a des niveaux de coûts de production qui sont, rien que sur les dépenses de sécurité sociale, de 10 milliards d'euros de plus par an par rapport à nos voisins européens. Il y a des économies partout à faire. Et donc, comme ils voient très bien, et tous les entrepreneurs de France le voient, et tous les indépendants de France le voient, et tous ceux qui en fait créent de la richesse en France le voient et sont inquiets de ça, qu'il n'y a rien qui est fait pour faire baisser la dépense, eh bien, ils s'attendent à ce que le futur gouvernement qui va arriver après invente de nouvelles taxes. Et d'ailleurs, Éric Lombard l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Après la taxe qu'ils sont en train de prévoir là sur les hauts revenus, à 20% du revenu, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont taxées, il y a aussi les entrepreneurs qui sont taxés. Ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par an, plus de 80% d'entre eux, ce sont des entrepreneurs. Et donc en fait, 80% de la fiscalité supplémentaire là qui est dans le budget 2025, qui est soutenu d'ailleurs par Éric Lombard, c'est de la pression fiscale qui va être payée par les entrepreneurs et par les entreprises de France. Donc il y a une concentration de l'impôt sur cela. Et quand Éric Lombard répond, il faut qu'en gros chacun prenne sa part, participer, et puis il ne faut pas être allergique. Oui. Allô ? Ah, on vous entend plus là. On vous entend plus. Prenez votre non. Demandez le téléphone peut-être, Agnès. On n'entend plus là. Parce que je rappelle quelque chose quand même. Hein. Aujourd'hui, le taux de prélèvement obligatoire de 46,1%. Parce que la France, aujourd'hui, il faut le savoir, se classe effectivement en tête avec 46,1% du PIB. C'est le prélèvement obligatoire. En tête, la moyenne des pays de la zone euro, c'est 41,7 et la moyenne de l'ensemble de l'Union européenne et des pays de l'OCDE, 41 et 34. Nous sommes donc maillot jaune, si on peut dire, du prélèvement obligatoire. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que un taux de prélèvement obligatoire de 46,1, ça veut dire que, écoutez bien, auditeurs Sud Radio, résidents Sud Radio, pour chaque 100 euros générés par le travail des Français, des entreprises, des administrations, l'État en récupère 46. 46, d'accord, très bien, pour toutes les dépenses qu'il faut. Oui, tout à fait. Oui, Agnès, on vous écoute. Non, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on est dans une situation où on a les prélèvements obligatoires qui sont les plus chers au monde, et que quand on regarde, par exemple, le modèle américain, on est en dessous de 30% de taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale. Ouais. Donc, c'est pas du tout comparable. On est dans un pays où on surfiscalise tout et où, en réalité, contrairement à ce que disent certains qui critiquent la sortie de Bernard Arnault depuis hier, en disant que on a finalement des entreprises qui ont eu énormément de cadeaux, de facilités, de baisse de charges, etc. Eh bien, quand on a fait le bilan à la Fondation IFRAP entre 2017 et 2023, on a aujourd'hui 157 milliards de plus de prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro en moyenne. Donc, on a toujours une surfiscalisation des entreprises de France. Et sur le capital, on a 67 milliards de plus à payer sur les revenus du capital tous les ans par rapport aux pays comparables dans la zone euro. 67 milliards de plus par an, c'est ça ?
par an sur les revenus du capital. Donc beaucoup de commentateurs croient que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a finalement un système qui est favorable par rapport aux autres pays, mais pas du tout. C'est une erreur totale d'évaluation de ce qui s'est passé ces dernières années. Les baisses d'impôts ont été extrêmement faibles et à chaque fois qu'il y en a eu d'un côté, il y en a eu pour des hausses de l'autre, quasiment dans tous les cas. Les entreprises ont eu des petites baisses de taxes de production et en même temps, il y avait les hausses de taxes foncières, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on déshabillait Pierre pour même pas habiller Paul, mais en fait, il y avait presque une double peine, comme vous dites. Et c'est assez terrible parce qu'encore une fois, on sent cette espèce de je dirais pas de fossé, mais encore plus peut-être d'abîme qui se crée en disant faites payer les riches d'un côté, très bien, faites payer les riches, d'accord, mais au détriment de quoi? Vous parlez très bien, Agnès, des petites entreprises, des PME, etc. et TPE. En fait, la réponse du gouvernement, c'est fiscalisons, fiscalisons, fiscalisons. C'est ça. Mais le problème, c'est que cette fiscalité qui tombe sur les riches, demain, elle va tomber sur les un peu moins riches, et encore les un peu moins riches, et encore les un peu moins riches. Et d'ici là, tous les plus riches seront partis. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on sera de moins en moins nombreux pour payer une charge de plus en plus élevée. Alors, la difficulté, c'est que quand on dit « Ah oui, mais ce sont des entreprises qui font des milliards, etc. » Mais quand on regarde les chiffres, on voit que ces grandes entreprises de France, elles payent 16 milliards d'euros par an d'impôts sur les sociétés aujourd'hui. Si on leur rajoute 8, ça veut dire qu'on leur fait une augmentation énorme par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui. 50%, oui. Mais c'est ça, et c'est ce que dit Bernard Arnault, c'est-à-dire qu'une augmentation du taux de 40% pour lui, pour LVMH, c'est pas du tout une petite somme à payer, c'est une grosse somme à payer, c'est 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, c'est pas du tout une petite somme à payer, même pour une grosse entreprise comme celle de Bernard Arnault. Donc en fait, le politique est complètement décalé par rapport à la réalité que vivent nos entreprises, qui sont dans une concurrence internationale. Et c'est vrai qu'on a des très belles entreprises en France, et heureusement encore, mais nos entreprises qui sont françaises, qui sont tricolores, demain, elles peuvent partir à l'étranger, et on ne peut pas les obliger à rester en France. On peut au contraire les inciter par une fiscalité favorable. Et moi, ce que je pense, et ce que l'on a montré dans nos travaux, c'est que quand on baisse les taux, quand on fait une fiscalité favorable à l'entrepreneuriat, grâce à ça, derrière, on augmente les recettes publiques. Quand on continue à surtaxer comme on fait aujourd'hui, eh bien, c'est le contraire qui se passe, André. Au lieu d'avoir les recettes dans les caisses à la fin, on les a pas, et en plus, on n'a plus les entreprises qui vont avec. C'est vraiment le problème. On va essayer de faire un débat, Agnès Verdier-Molinier, avec Éric Lombard et vous. Ce sera très intéressant, s'il l'accepte, et vous l'acceptez, vous, je le sais, de confronter cela, parce que c'est vraiment au cœur du débat. Une autre confrontation qu'on aura aujourd'hui, c'est ce qui se passe effectivement avec l'immigration, avec le business, la mécanique de l'immigration. On en parle tout de suite. Merci Agnès Verdier-Molinier. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les États, suis-je le seul? Eh bien non, eh bien non. On a vu ce qui s'est passé avec les propos du Premier ministre François Bayrou sur quoi? Sur la submersion migratoire. Submersion, oui, non, ça a fait réagir énormément. Écoutez ce qui s'est passé en 48 heures. Quelques sonores, et d'abord, effectivement, François Bayrou. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Madame, monsieur, c'est une chanson sur l'immigration, sur les migrants, sur ce problème qui est posé depuis longtemps, depuis longtemps. Je rappelle simplement que, à gauche, Georges Marchais, il y a 40 ans, secrétaire général du Parti communiste français, disait il faut arrêter, il y a 40 ans, il faut arrêter l'immigration officielle comme l'immigration clandestine. François Mitterrand, en 88, disait exactement la même chose. François Mitterrand,
socialiste, président de la République, disait « Attention, ça suffit ». Et aujourd'hui, alors c'est vraiment les uns, si vous dites qu'il y a trop de migrants, vous êtes à la droite d'Adolf Hitler. Si vous dites qu'il faut accueillir tout le monde, non, vous êtes totalement laxiste. Alors où se situe la vérité? Où se situe en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Et on va en parler longuement. Et d'abord, écoutez François Bayrou. La rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Alors, subversion ou sentiment de subversion, ça nous rappelle quelques paroles. Voici ce que disait justement Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, et il a réagi sur CNews en disant ceci, Gérald Darmanin. C'est une question de proportion à le mot submersion. Est-ce que vous le prenez dans votre vocabulaire? Ben oui, le Premier ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français. Alors, très intéressant, vous voyez, déjà, il n'y a pas de subversion. Il y a un sentiment de subversion. Mais ça vous rappelle quelque chose? Rappelez-vous ce que disait un autre ministre de la Justice, avant Gérald Darmanin. Écoutez. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment. C'est un sentiment? Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Extrêmement intéressant. Vous voyez, en fait, la France est un pays sentimental. Y a-t-il une subversion? Je ne sais pas. Il y a un sentiment de subversion. Y a-t-il insécurité? Oh non, c'est un sentiment d'insécurité. Voilà, vous voyez, c'est exactement quand on veut interdire les couteaux, parce que quand des agressions au couteau, le coupable, c'est évidemment pas celui qui tient le couteau, mais c'est le couteau. Voilà, c'est un sentiment de couteau. Voilà, c'est intéressant. Et alors, de l'autre côté, par exemple, chez les EELV, il y a une députée, Cyrielle Châtelain, qui, elle, a réagi et qui était très choquée. Je lui dis, ça m'a extrêmement choqué qu'un Premier ministre utilise le terme de submersion migratoire, vienne l'accréditer, c'est-à-dire perpétue cette fausse idée qui est alimentée par les extrêmes. Alors, cette fausse idée, alimentée par les extrêmes, comprend, écoutez, tout le monde doit et a le droit de s'exprimer, voilà. On dit, c'est honteux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux d'employer ces mots. Bruno Retailleau, d'ailleurs, est aussi voué aux gémonies. Mais aujourd'hui, justement, comme par hasard, en tout cas il y a les hasards objectifs, sort un numéro hors série de Frontières. Frontières qui est une plateforme qu'on connaît, dédiée aux enquêtes, qui est à la fois sur YouTube, qui est à la fois sur les réseaux sociaux, et qui sort un hors série qui s'appelle Invasion migratoire, les coupables. Et ça sort aujourd'hui. Alors effectivement, il y a un travail très intéressant de Frontières là-dessus, c'est qu'ils ont regardé, ils ont enquêté, au fond, comment marche la mécanique de la migration. Que vous soyez pour ou contre, que vous disiez oui, la France est un pays d'accueil, certes, mais on n'accueille pas toute la misère du monde, enfin, là, on va pas refaire la polémique ici, mais comment ça marche? Eh bien, ils ont enquêté, ils ont inventorié ONG, avocats, juges, journalistes, passeurs. Comment se passe la mécanique? Pour certains, le business, pour d'autres, effectivement, mus par une idéologie, une conviction politique, et puis d'autres par intérêt. Bonjour Éric Tegner. Bonjour André Berkoff. Et bonjour Jules Laurent. Bonjour André Berkoff. Alors vous avez donc, Éric Tegner, vous êtes directeur de la publication et directeur de Frontières. Jules Laurent, vous êtes rédacteur en chef à Frontières également. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? D'abord, comment vous avez enquêté très rapidement, mais qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que quand on lit votre magazine, ce qu'il y a dans le magazine, c'est une formidable machine qui est en marche. Oui, parce que André, vous savez, souvent quand on parle de contrôler l'immigration aujourd'hui ou encore de renvoyer les clandestins, des choses que partagent quand même 75% des Français aujourd'hui dans les sondages, la réponse qui en général est donnée par nos gouvernements, c'est de dire c'est plus compliqué que cela. Il y a des complications administratives, un système, et finalement, à chaque fois, ça les exonère d'aller jusqu'au bout de la logique. Et donc, on a voulu justement ouvrir le capot un petit peu de cette machine et de voir tout un état profond aujourd'hui du système migratoire. Et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est près de 2 mois et demi de travail qui ont été faits effectivement par Jules et d'autres journalistes derrière, c'est qu'il y a à la fois un système judiciaire qui est allié à des associations
et également à des avocats, tout cela payés par nos impôts, qui connaissent parfaitement aujourd'hui le droit des étrangers. Évidemment, ils sont idéologisés, c'est une idéologie pro-migrants, ils sont de gauche, quand de l'autre côté, on ne comprend rien au système aujourd'hui. Et quand on ressort de cette enquête, c'est plus d'une centaine de pages, on est perdu. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire, André ? En ce moment, il y a la question, vous savez, des OQTF. On se dit, pourquoi il y a des OQTF ? Obligation de quitter le territoire français, dont 6% sont exécutés. Exactement. Et cet Algérien, hier, par exemple, où un tribunal administratif dit non, on va pas appliquer l'OQTF. Et on s'est demandé comment ça peut arriver, ce genre de choses. On comprend pas. Est-ce que la justice, elle est laxiste ? Et donc, Jules, avec son équipe, ils ont étudié sur octobre et novembre près de 5200 décisions des tribunaux administratifs. Et dedans, qu'est-ce qu'on y voit, par exemple ? On y voit des aberrations. On a pu trouver 39 personnes qui sont mises en cause pour des faits de viol, par exemple, des clandestins qui demandaient, avec des avocats payés par les impôts des Français qui nous écoutent... C'est l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel a donné les moyens, justement, que les migrants soient défendus avec l'argent public. Et donc, il y a 39 clandestins qui ont été mis en cause pour des faits de viol qui se retrouvaient à contester leur OQTF, dont certains, on a relevé des Guinéens, des Marocains, où le juge leur a donné raison. Donc ce sont des cas fous. Rappelez-vous peut-être aussi un cas qui m'a marqué. En 2009, il y avait eu une prise d'otage par des pirates somaliens d'une famille de Françaises, dont 2 jeunes filles, et le père était finalement mort. Ces Somaliens, ils ont été mis en prison. Eh bien, c'est étonnant, mais ils sont encore en France. Il y a l'un d'entre eux qui a subi 5 OQTF, et qui s'est vu à nouveau casser son interdiction de territoire français par le juge au mois d'octobre dernier. Voilà, on est dans une situation complètement ubuesque où à chaque fois, cet homme, quand il est sorti de prison, c'est Emmaüs qui l'a pris en charge, différentes associations qui sont allées lui expliquer comment faire. Et donc, c'est tous ces éléments-là où on comprend pourquoi, en fait, on se retrouve bloqué dans le pays. Donc, c'est-à-dire que... là, on ne va pas discuter du bien fondé ou du mal fondé de l'immigration en général. Enfin, il y a un vrai problème. C'est Jules Laurent, ce que vous avez vu dans votre enquête, et vous aussi, Eric, avec Frontières, c'est qu'au fond, comment se met en place ? C'est-à-dire, si on regardait les étages, mettons par exemple un migrant ou des migrants qui arrivent, commettent des infractions, donc devraient être effectivement, ils sont illégaux, ce que expliquait très bien Tom Homan, le nouveau czar des frontières aux États-Unis d'Amérique depuis Trump. Il dit bon, si vous êtes illégal, non seulement illégal, mais qu'en plus vous avez fait des infractions, vous n'avez rien à faire sur notre territoire. Comment ça se passe pour effectivement bloquer tout cela ? Nous, André, on a fait un vrai travail d'enquête journalistique sur ces tribunaux de façon à éplucher 5660 jugements dans lesquels on a vraiment regardé le fond des affaires. Et avec ce fond des affaires, on a pu faire ressortir des chiffres, on a analysé beaucoup de données, de data, on a fait ressortir des taux de victoire des clandestins par tribunaux. Alors, sur cette moyenne d'octobre et de novembre... Dans toute la France, vous avez fait ça? Dans toute la France, dans tous les tribunaux administratifs de France, on a pu dégager une moyenne, c'est-à-dire que dans la période d'octobre et novembre, on a pu calculer que le taux de victoire d'un clandestin était de plus d'une fois sur 3, un taux de 35% de victoire. Et ces taux, à travers la France, ils fluctuent en fonction du tribunal administratif. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, et c'est là, c'est vraiment important, c'est que les tribunaux administratifs, on pourrait mettre la même affaire dans différents tribunaux, on n'aurait pas le même résultat. Et ça, c'est vraiment important de le saisir parce qu'il y a une marge d'interprétation aujourd'hui des juges. J'en veux pour preuve, regardez un élément. On a relevé un fait, notamment dans les faits de viol, par exemple, d'un Marocain qui était sous OQTF en 2020 et qui avait commis et qui était interpellé, enfin il était en garde à vue après des faits de viol. Et ce Marocain, par la suite, le préfet a décidé donc de lui retirer son titre de séjour parce qu'il avait des mentions de faits de viol. Par la suite, le tribunal administratif a jugé que le préfet avait excédé dans ses pouvoirs. Mais pourquoi? Sur la base de quoi? En disant qu'il n'avait que des mentions de faits de viol, ce Marocain. Donc on voit qu'il y a une dimension d'interprétation de la part des tribunaux administratifs. Le fait de viol ne suffit pas? Le fait de viol ne suffit pas parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas condamnation. Et donc, quand on voit la difficulté aujourd'hui à faire justement trouver des preuves sur les viols et justement à les prouver, on voit qu'aujourd'hui, le principe de sécurité par rapport aux migrants, il n'est pas appliqué. J'ai une autre affaire qui concerne un autre étranger
qui lui, cette fois-ci, a été condamné. Il a été condamné en 2015 pour un viol sur mineur. Donc là, cette fois-ci, il a été condamné donc pendant 6 ans. Il est ressorti. Et là, le tribunal... Il est ressorti de prison. Il est ressorti de prison au bout des 6 ans. Et le tribunal, donc le préfet a décidé alors de dire qu'il fallait lui mettre une OQTF, qu'il devait partir. Et ne voulait pas donc lui renouveler son titre de séjour. Et le tribunal administratif de Lille a décidé que le préfet avait excédé dans ses pouvoirs. Pourquoi ? Parce que le criminel, parce qu'il a commis un viol, s'était bien tenu depuis sa sortie de prison. Ah oui, donc, pour vous voyez, bonne conduite, donc il fallait surtout pas... Et il y a un point qui va vous plaire, André, c'est que dans la moitié des cas qui ont été analysés, systématiquement, l'argument utilisé, c'est l'article 8 de la CEDH, vous savez, sur le droit au respect de la vie et de la famille. Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cas comme ça qu'on voit où le préfet va voir que l'homme il a divorcé, donc il dit bon bah il y a plus d'histoire de famille, donc on va lui mettre une OQTF. Il lui met l'OQTF. Finalement avec les associations ils arrivent à bloquer l'OQTF, donc elle périme au bout d'1 an à l'époque et maintenant au bout de 3 ans. Et après ils font ce qu'on appelle les mariages blancs. Donc ils vont faire des faux mariages ou des faux pax pour essayer justement de rester sur le territoire. Donc on est vraiment sur des scènes ubuesques avec un dernier élément, hein, c'est que qui sont les gens de l'autre côté, je vous dis, il y a les ONG, les avocats qui défendent les clandestins. En face, qui défend nos préfectures ? Eh ben on est tombé sur un cas dans la préfecture du Nord. C'était une personne qui était 14e sur la liste de Glucksmann aux européennes. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des avocats pro-migrants qui défendent les préfectures pour faire appliquer les OQTF. Donc, pas inutile de vous dire qu'ils y mettent pas beaucoup de cœur. Oui, on voit comment fonctionne la machine. C'est très intéressant. On va continuer à parler avec Éric Tegner et Jules Laurent. Frontières, invasion migratoire, les coupables. Après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors, la machine migratoire, comment elle marche ? Est-ce qu'il y a une machine, encore une fois, quel que soit ce qu'on pense de l'immigration officielle ou clandestine, mais surtout clandestine. Frontières vient de sortir un remarquable hors-série, il faut le dire, une enquête sur justement cette invasion migratoire et ce que François Bayrou appelle subversion ou sentiment de subversion, mais je crois que l'expression sentiment peut-être est sujette à caution. Alors, Éric Tegner, pour bien montrer la chose, donc, ça marche comment ? Vous avez expliqué effectivement au niveau des tribunaux, etc. Mais en fait, si j'ai bien compris ici, par exemple, au niveau uniquement des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, on est à 6%, c'est parce que vous dites la loi ne peut pas s'appliquer, en fait. Parce que, en fait, oui, nos auditeurs, ils comprennent pas, ils se disent, il y a une loi, il y a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut la faire appliquer, il dit au préfet qu'il faut mettre en place des OQTF, et de l'autre côté, rien n'arrive. Pourquoi ? Parce que le tribunal administratif, c'est lui qui casse toutes ces décisions. Et il n'a effectivement, comme juge, aucun compte à rendre aujourd'hui. Et qu'il est parfaitement aidé, effectivement, par les associations. Vous savez, sur le parcours du migrant, moi j'ai beaucoup travaillé sur les routes migratoires, j'ai fait près d'une quinzaine de pays. Dans ce magazine, je raconte d'ailleurs la route des Balkans, qu'on appelle là-bas The Game. C'est-à-dire que c'est le jeu, bien sûr, pour la traversée, des scènes folles. Et en fait, les clandestins, une fois qu'ils arrivent sur le territoire, ils sont tout de suite pris en charge par des associations qui touchent près d'1 milliard d'euros par an quand même. Des gens comme Emmaüs, comme le Secours catholique, comme la CIMAD, comme Utopia 56. Et là-dessus, bien, ils vont avoir, c'est un package, c'est-à-dire qu'ils vont avoir justement tous les conseils juridiques également. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'AME, mais on parle pas l'aide médicale d'État, de l'aide médicale d'État, mais on parle pas du droit au logement. On est le seul pays en Europe qui a un droit au logement opposable aussi important. Il y a des migrants qui arrivent à faire condamner l'État aujourd'hui à des amendes parce que l'État ne leur trouve pas justement d'hébergement. Dites-vous que sur la région Île-de-France, c'est 52 000 lits par nuit dans des hôtels qui sont payés pour des clandestins. Ils sont payés par l'argent public. Ils sont payés par les impôts, par l'argent public. Donc donc c'est énorme, c'est 1 milliard d'euros. Donc derrière toutes ces associations, elles travaillent avec les avocats et on se retrouve sur ces scènes où l'objectif au bout du compte, c'est de faire en sorte que ces clandestins justement finissent à la fois par être empêchés de quitter le territoire et au bout du compte par être régularisés. Alors, Jules Laurent, cette aide juridictionnelle, qui défend, parce que les clandestins, ils n'ont pas les moyens de se payer des grands avocats ou des grands cabinets. Comment ça se passe ?
Alors en effet, nous on a recensé tous les cabinets d'avocats les plus actifs en fait pendant les mois d'octobre et novembre, ceux qui font le plus de recours lors de justement des titres de séjour et OQTF. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types d'avocats qui se dégagent. Par exemple, le cabinet d'avocats qui a fait le plus de recours, qui en a fait 135 sur 2 mois. Et lui, ce sont des avocats qui ne sont pas forcément des militants, mais l'aide juridictionnelle qui aujourd'hui est attribuée lorsqu'on défend un migrant par décision du Conseil constitutionnel il y a le mois de mai dernier, ces avocats-là, c'est devenu un business très lucratif. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on conteste... Alors combien justement? Dites-moi les chiffres. Eh bien, lorsque par exemple il y a une OQTF et un titre de séjour, en fait il y a plusieurs décisions pour faire des recours. Il y a le titre de séjour, l'OQTF en elle-même, l'endroit où on renvoie la personne, le délai et l'IRTF. Et tout ça, on a calculé, ça fait au moins 5 200 € si jamais on va en appel. Donc ils peuvent toucher 5 200 € par cas. Sachant que ce sont des dossiers qui, à 90%, sont les mêmes. Ils font à l'appel, ils font faire ça par des stagiaires, il y a des logiciels aujourd'hui qui les aident. C'est exactement ça. Ils ont même une application qui leur permet, qui s'appelle Réplique, et qui permet de faire des copier-coller de jurisprudence. Donc eux délèguent effectivement à des collaborateurs la possibilité de traiter les dossiers. Jules Laurent, ça veut dire que par exemple, un avocat, disons, qui pratique l'aide juridictionnelle, enfin qui est là-dedans, peut se faire en moyenne, on va pas, peut se faire quoi avec les migrants, avec ça fluctue, mais en tout cas par dossier, si jamais il peut se faire 2200 grosso modo sur un dossier, si jamais il va en appel, il peut monter jusqu'à 5200. Et donc chaque avocat peut faire 8 à 10 dossiers. Ah facilement, on en a trouvé beaucoup, mais on en a trouvé certains qui allaient jusqu'à 93 dossiers en 2 mois, ça 535 en 2 mois. Si on considère que le maximum sur une affaire, ça peut être 5 800 €, et qu'il y a eu 136 affaires sur 2 mois, c'est 600 000 € sur 2 mois. Donc ils peuvent se faire entre 2 et 4 millions d'euros par an. Enfin, ils font pas ça quand même en moyenne. Non, parce qu'en fait tout le monde n'a pas ça, sauf qu'il y a une garantie que nos auditeurs comprennent bien. Quand vous êtes avocat, vous n'êtes jamais certain que la personne puisse payer. Là, c'est garanti, c'est l'État qui paye. Et ça, on connaît pas encore la facture. Parce que ça date de mai dernier, l'aide juridictionnelle. Donc c'est ça qui s'amplifie. Ah, ça date de mai 2024. C'était justement la décision du Conseil constitutionnel. Donc forcément, ça fait que on a analysé une 50aine de cabinets d'avocats. Donc c'est du monde. Alors ça veut dire, Jules Laurent, qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, au fond, c'est extrêmement difficile. Je veux dire qu'il y a vraiment avec les associations, les avocats, sans parler des juges, il y a vraiment une force d'inertie agissante qui fait que, on garde pratiquement tout le monde, ou presque. On a des affaires justement qui représentent cette inertie entre les associations et les avocats. Je pense par exemple à cette Marocaine qui a été conseillée par des associations pour justement faire des faux mariages, parce que ces associations, en vérité, là où on a du retard, c'est qu'elles maîtrisent parfaitement le droit. Elles savent justement à quel droit ont accès les clandestins. Les avocats le savent aussi. Et dès lors qu'une personne arrive en France, on lui conseille tout de suite d'aller se paxer, d'aller se marier. Et nous, on est tombé sur beaucoup d'affaires où il était dès lors impossible de renvoyer la personne vers son pays, puisque au nom de ce fameux article 8 de la CEDH, qui je rappelle représentait plus de la moitié des recours qu'on a vu passer nous dans les affaires, et au nom de cet article, on ne peut pas séparer les familles. Donc on ne peut plus renvoyer les clandestins et on se retrouve dans des situations bloquées. Parce que aussi, il faut vraiment pas l'oublier, le Conseil d'État aujourd'hui a des jurisprudences de plus en plus libérales. Et donc, on a des possibilités de recours et de défense des clandestins qui se multiplient. Donc c'est un business que les avocats aujourd'hui opèrent et ils s'en servent vraiment au quotidien. Avec un autre point, André, vous savez, on parle beaucoup d'aide médicale d'État, l'AME. On parle pas d'un dispositif qu'on a mis en avant qui s'appelle le DSUV. Le DSUV, c'est quand vous n'avez pas l'aide médicale d'État, derrière il y a le DSUV. Vous voyez, personne n'en parle aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le coût. Et le grand avantage, c'est quoi? C'est que pour les hôpitaux, c'est automatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand quelqu'un, un migrant, est en centre de rétention administrative, c'est-à-dire qu'il va être expulsé. Et en général, c'est les plus dangereux. Les associations peuvent aller les voir et leur dire, écoute, il faut que tu te déclares malade, tu vas avoir droit au DSUV, tu vas arriver à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils mettent la pression parfois sur des médecins qui vont leur délivrer des attestations comme quoi ils ne vont pas bien. Ensuite, ils vont aller devant le juge et ils vont expliquer justement qu'ils ont un certificat de santé qui atteste que c'est incompatible avec la rétention et on va les délivrer. Et voilà, et c'est sans fin, et vraiment, je vous conseille. Regardez, lisez Frontières, lisez ce numéro hors série. En tout cas, vous verrez
ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette machine assez implacable. Merci Éric Tegner et merci André. Laurent. André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, notre invité sera le journaliste Olivier Dubois, spécialiste du Sahel. Il a été enlevé au Mali en 2021. André, il a passé 700 jours aux mains d'Al-Qaïda. Près de 2 ans après sa libération, eh bien, il publie aujourd'hui un livre poignant dans lequel il raconte l'enfer de sa captivité et surtout l'enquête qu'il a réussi à mener sur les cellules djihadistes. Ce livre est vraiment passionnant, André. Comment a-t-il réussi à survivre à tout cela? Dans les prisons d'Al-Qaïda. Oui, il va tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons